Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Et si on brisait les chaînes de nos tabous ? Aujourd'hui, on plonge dans un univers où le plaisir n'a aucune limite, sauf la tienne, évidemment, et où le consentement est roi. Prépare-toi, on va parler BDSM, sexualité alternative et bien plus encore avec une invitée qui n'a pas peur de secouer les idées reçues. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito. Aujourd'hui, je reçois Lorraine Cosno, sexothérapeute et créatrice du podcast Sexpense. Salut Lorraine et bienvenue au micro du clito. Salut, je suis trop Hello. contente d'être là. Merci beaucoup pour cette occasion. Eh ben moi, je suis aussi super contente de te voir et de pouvoir en apprendre encore plus grâce à ton expertise de sexothérapeute, vraiment experte de la sexualité alternative. Donc ça, c'est vraiment cool. Merci Lorraine. Et puis, je le disais justement, donc le BDSM fait partie de la sexualité alternative. En tout cas, c'est comme ça que tu le nommes, toi. Et tu explores ces pratiques personnellement et tu évolues toi-même dans un environnement queer-friendly, ce qui te permet aussi une belle ouverture d'esprit. C'est ça, Lorraine ? Oui, totalement. Ça fait pas mal d'années en vrai que je suis dans cet environnement-là, même à titre personnel. Ça fait bientôt 20 ans. Donc ça fait un petit... Ça fait un petit Le temps moment. passe, ça fait un petit moment. Et, euh, et en fait, moi, dès l'adolescence, j'ai été dans un environnement queer, LGBT, un peu émo, comme on disait à l'époque. Ah là là. Ça me paraît juste normal, ça me paraît juste naturel parce que moi, ça fait partie de mon quotidien. Ça Mhm. me fait partie de mon quotidien d'avoir des personnes homosexuelles, d'avoir des personnes bi, d'avoir des personnes pansexuelles autour de moi. Par contre, je me suis rendu compte que même dans cet environnement queer-friendly, le BDSM, c'était pas forcément pratiqué par tout le monde. Mhm. Alors que moi, c'était un peu ma base. Pour vous dire, j'ai même découvert la sexualité normale assez tard, vers mes 27-28 ans. Mhm. Mais avant tout, parce que tout le monde ne connaît pas, justement, BDSM, c'est 4 lettres. Et ces 4 lettres sont des pratiques complètement différentes les unes des autres. Ouais, Le, le- effectivement. Puis on va en parler, on va en parler justement de ces 4 lettres, Lorraine. Et je voulais, dans cet épisode, on va plonger dans l'univers qui est vraiment assez fascinant. En tout cas, moi, je le vois de l'extérieur, j'ai aucune idée. Donc, je suis vraiment une novice là-dedans. Tu vas m'éduquer du BDSM. Et puis, on va aller démystifier aussi des pratiques parfois mal comprises parce que c'est pas toujours simple de savoir où se trouvent les limites. Donc, accroche-toi et on va partir vers la première question. Nom d'un clito. Interview. Alors, tu commençais à en parler. Euh, Lorraine, comment est-ce que tu définirais le BDSM et puis qu'est-ce qui se cache derrière ces 4 lettres? Alors, pour moi, c'est un peu le niveau au-dessus de la sexualité par rapport à ce qu'on a pu apprendre à l'école, ce qu'on a pu apprendre dans les films ou que nos parents ont pu essayer de nous expliquer avec les abeilles et les fleurs. Euh, c'est un peu un- comme un environnement d'exploration où tout n'est pas permis non plus forcément parce qu'il y a toujours le consentement qui entre en jeu et c'est un peu
la pierre angulaire de tout, mais vraiment où on peut s'explorer soi, on peut explorer des pratiques qu'on ne connaît pas, qui potentiellement même peuvent nous faire peur de prime abord. Mhm. C'est un environnement où on va explorer nos limites, explorer nos sensations et nos désirs. Et du coup, ces quatre lettres mystérieuses, euh, c'est pour beaucoup plus de mots que quatre mots au final. La première, c'est B pour bondage. Donc, c'est tout Mhm. ce qui va être autour des restrictions. La seconde, c'est le D pour discipline et domination, qui ne sont pas la même chose. Ensuite, on a le S pour soumission, pour sadisme et pour slave, qui est esclave. Mhm. Et on a le M pour master et pour masochisme. Ok. Donc, vraiment, ces lettres, elles sont mais un peu comme LGBTQIA+, etc. Euh, ça représente énormément de choses différentes. Le bondage, ça va être tout ce qui va être encordement, shibari, kinbaku, jojutsu, vraiment dans cette thématique asiatique. Ça Mhm. va être aussi le cliché de base du policier avec ses menottes qui vient vous poser des menottes parce que vous avez été une très très vilaine fille ou un très très vilain garçon. Et il n'y a pas forcément de moumoute sur ces menottes. Mais ça fait partie du bondage. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez abordable qu'on voit un peu partout. Mhm. Le bondage, ça va aussi un peu plus loin dans une connotation un peu plus médicale, dans le sens où il va y avoir tout ce qui va être camisole de force, euh, sur camisole de force chemise ou camisole de force complète jusqu'aux pieds. Ça va être tout ce qui va être vacuum bed, qui est l'équivalent de vous mettre sous vide. On vous met une Waouh. poche en latex, forcément avec quand même des petits trous pour respirer. Oui, c'était Et on mieux. enlève tout l'air, à part pour ces petites pailles qui vous permettent de respirer. Et la sensation est assez particulière. Ça fait vraiment comme un très très gros câlin, tellement gros qu'on ne peut même plus bouger. Donc la restriction va vraiment assez loin et déborde sur la discipline. La discipline, c'est tout ce qui va être un peu le côté anglo-saxon, d'être bien éduqué, de savoir se porter, d'avoir un étiquette, d'être galant. Mais ça va aussi sur tout ce qui va être contrôle du désir, contrôle du plaisir, Mhm. ou le contrôle de l'orgasme, la restriction là-dessus. Il y a vraiment des jeux très intéressants. Après, la domination-soumission, bon, ça nous paraît assez évident. C'est une personne qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Ça va du simple fait de dire, bah, moi je suis actif, moi je suis passif dans les positions du Kama Sutra, jusqu'à vraiment une personne qui va carrément vouloir se poser au pied d'une autre, être toujours là pour répondre à ses moindres besoins, à ses moindres désirs, que ce soit des besoins sexuels comme des besoins émotionnels ou des besoins du quotidien. Typiquement, une personne qui n'aime pas faire à manger peut vouloir demander à la personne qui se soumet à elle de lui faire à manger. Et en Mhm. soi, ça n'a rien de sexuel. Pour autant, ça fait énormément plaisir et ça dégage une charge mentale suffisamment importante pour pouvoir donner lieu à plus d'envie sexuelle et plus de temps libre dans la tête de la personne qui va dominer pour pouvoir jouer. Ok, ok. Et après, on a la partie master-slave, qui est le niveau au-dessus de la domination-soumission, parce que du coup, ce n'est plus une personne dominante, c'est un maître ou une maîtresse, et ce n'est plus une personne soumise, c'est un esclave. Alors, dans le côté esclave, c'est pas le côté esclave historique, bien qu'il y a certains fantasmes qui reprennent certaines idées de Péplum, mais c'est plus une personne qui va être là à temps plein à la maison, qui va potentiellement, selon l'extrême où l'on va abandonner tout ou partie de son libre arbitre, et qui va vraiment appartenir à la personne,
physiquement parlant, mentalement parlant, pécuniairement parlant, tout. Waouh. Mhm. Vraiment l'extrême du jeu, et c'est en ça où le consentement est crucial. Ouais. Et le dernier, c'est le sadomasochisme, qui est, je pense, aussi ce qui donne mauvaise presse au BDSM, puisque ben, ça va être une personne sadique, donc qui aime faire mal, qui va jouer avec une personne maso, qui aime avoir mal. Et ces jeux peuvent aussi aller très loin, mais il n'y a pas forcément besoin d'officialiser avec une étiquette comme on a tendance à le faire aujourd'hui. On est dans du sadomasochisme parce qu'au final, ça évolue énormément. Il y a des moments où on peut avoir besoin d'énormément d'intensité, avoir envie d'être mordu, d'être griffé, d'être même des fois tapé, ne serait-ce que les fessées, c'est être tapé, ou alors même aller encore plus loin. Et puis il y a des fois où on a besoin de douceur et il faut pas s'enfermer dans les étiquettes, dans juste ah ben moi ce qui me convient c'est le SM, donc je ne fais pas explorer le reste. L'idée vraiment de ces lettres, c'est d'essayer d'en faire le tour, de voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, à quelle intensité ou non. Et dans les bonnes pratiques, bah, c'est de vraiment faire ce point 1 à 2 fois par an, parce que nos envies, elles évoluent aussi avec notre environnement du quotidien. Si on est Mhm. hyper stressé, on va moins supporter certaines pratiques que d'autres, alors qu'il y en a certaines dont on va avoir besoin. Et puis quand on va super bien, et bah, peut-être qu'on va avoir envie de d'autres pratiques, mais pas du tout celles qu'on a besoin quand on est stressé, parce que bah, Mhm. forcément, notre corps, il réagit pas de la même façon. Ouais, absolument. Et puis ça, bah, on en parlera un petit peu plus tard aussi de cet aspect plus psychologique de ce qui se passe dans le BDSM. Mais il y a un point qui est hyper important dont tu as parlé à plusieurs reprises, Lorraine, c'est vraiment le consentement. Puis c'est vraiment quelque chose, même quand on préparait la discussion ensemble, tu l'as redit que c'était vraiment une pierre angulaire du BDSM. Donc il y a l'importance du consentement et aussi du cadre sécuritaire. Et pourquoi est-ce que ces deux éléments sont vraiment si cruciaux et puis comment les intégrer dans une pratique saine, Lorraine? Alors, c'est crucial parce que ça reste des pratiques qui sortent du quotidien. C'est des pratiques qui peuvent être intenses. Même le fait d'être immobilisé, qui est potentiellement le plus simple à faire et le plus soft, peut être hyper stressant, voire traumatisant. Parce qu'une personne qui est très 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 stressée, qui est tout le temps dans le mouvement, peut se sentir hyper angoissée à l'idée de ne plus avoir la possibilité de bouger. Et typiquement, ben, moi, pendant des années, j'ai pas supporté être attachée. Par contre, attacher les autres, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Mhm. Il y a que avec certaines personnes que j'ai réussi à me laisser attacher parce qu'elles préparaient un environnement hyper rassurant, hyper enrobant, où je me sentais en sécurité. Je savais que même si à un moment donné, je me sentais pas bien, la personne, elle allait venir vers moi et elle allait ou me libérer parce qu'elle voyait que ça n'allait pas, ou me rassurer, me câliner et faire en sorte que j'arrive à passer ce cap qui était important pour moi. Mhm. Ça m'est arrivé aussi de voir d'autres personnes qui étaient intéressées par ce que moi je pratique dans ce type de jeu. Et en fait, en discutant avec elles, je vois que ça n'est pas du tout ce qu'elles cherchent, c'est plus qu'elles ont envie de se forcer à aller là-dedans parce que ça correspond à un fantasme qu'elles ont vu dans le porno, qu'elles ont vu dans la littérature érotique ou qu'elles ont entendu parler de d'autres personnes sur des forums qui leur ont dit que c'était super et que pour se sentir vivant, c'était la solution. Mais en fait, ça se voyait même corporellement que c'était quelque chose qui les angoissait. Donc, l'environnement sécurisant, il est et psychologique et physique. On doit voir dans la personne en face de nous qu'il y a une réciprocité, une compréhension, une écoute, Mhm. que qu'on soit du côté top ou bottom, donc dominant ou soumis, euh,
qu'il y ait vraiment ce partage, cette transparence, cette communication, cette honnêteté vis-à-vis de l'un de l'autre, mais vis-à-vis de soi-même aussi. Et physiquement parlant, on va choisir une pièce où on se sent bien, où c'est calme, où on sait qu'on a tout à disposition. Typiquement, moi, je peux faire des jeux où il va y avoir du sang, des piqûres, ce genre de choses. Et ben, je vais avoir tout ce qu'il faut. Je vais avoir le désinfectant, je vais avoir du matériel stérile. Je vais vraiment tout prévoir, si nécessaire. Même quand on fait, par exemple, des jeux de dilatation, qui peuvent être des dilatations vaginales ou anales, ben, c'est pareil. On va préparer la personne. On va pas d'un coup, d'un seul, rentrer quelque chose de beaucoup trop gros parce Mhm, que ça mhm, peut générer des fissures. L'idée, c'est d'aller vraiment au fur et à mesure, d'avoir des produits qui sont adaptés. Des produits adaptés parce que bah, typiquement, il y a certains lubrifiants. Dans la recette du lubrifiant, il y a un peu d'antidouleur. mhm. Donc du coup, on Et- sait que pour de la dilatation, ça va être adapté. Tout ce mhm, qui va être lubrifiant qui génère un peu de froid, pareil, ça va être plus adapté pour de la dilatation que du chaud. mhm, Pareil, pour l'anal, on préfère le lubrifiant au silicone parce que ça reste plus longtemps. mhm, Alors que le lubrifiant à base d'eau, ben, c'est de l'eau, alors du coup, le corps, il l'assimile plus facilement. mhm, Mais du coup, rien que ça, on n'a pas forcément besoin de faire du BDSM pour se dire, bah oui, ça paraît évident que, il faut faire attention. Et pourtant, comme on est dans l'élan, comme on a envie que ce soit tout de suite là, sans réfléchir, instinctif, sans préparation, on va se dire que bah il faut faire les choses et puis il n'y a pas forcément besoin de préparer. Mais en fait, bah, une séance BDSM, déjà on dit c'est une séance BDSM, ça mhm, s'improvise pas. C'est pas juste on s'est hyper chauffé, on s'est trop bien plu, j'ai un fouet dans mon sac à main et puis on va se foutre mutuellement, ça marche pas comme ça. C'est vraiment, on en discute, on essaye de trouver nos limites à chacun, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on a envie de tester. Si on n'est pas sûr de tester, c'est qu'on ne doit pas tester parce qu'on ne se sent pas prêt. Et justement, avec cet échange qui nous permet de faire connaissance, on va aussi venir travailler sur le consentement. mhm, Pour autant, même si dans une discussion, le consentement est là parce que hypothétiquement, sur l'idée, on est d'accord à faire tel type de pratique ou telle autre pratique. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a dit oui au milieu d'un verre, dans la chambre ou dans la rue ou peu importe où vous le faites, on va être toujours consentant ou consentante. Le mhm, consentement, on a le droit de le récupérer, même si on l'a donné, à n'importe quel moment. Même mhm, si une fois que la personne elle est en train de jouer avec vous ou qu'elle est en train de vous pénétrer, ou même si une fois que vous êtes en train de pénétrer la personne, et ben finalement vous vous dites non, c'est pas de ça dont j'ai envie, là je me sens pas forcément aligné avec la situation, et ben vous êtes tout à fait en droit de dire stop. Alors forcément vous allez avoir envie de le dire d'une façon poli et acceptable parce que bah, vous vous êtes chauffé, donc vous n'avez pas non plus envie de tout couper d'un coup. mhm, Mais des fois, c'est nécessaire. Et dans le BDSM, on a conscience de ça parce que justement, il y a une toute petite règle qui est toute bête, mais qui est très simple et qui est importante, c'est la mise en place de safe words, donc des mots de sécurité qui vont permettre à la personne de dire si oui ou non tout va bien, ou si au contraire, il faut tout arrêter, ou si ça va, mais ralentir un petit peu, ça serait pas mal quand même. mhm. Ouais. Et du coup, bon, la plupart du temps, on va prendre les feux tricolores. Moi, c'est pas quelque chose que je recommande parce que bah, ça m'est arrivé une fois d'avoir utilisé le mot rouge pour dire là, stop, j'en peux plus, il faut tout arrêter. Et la personne qui était un peu sadique s'est dit ah d'accord, tu veux les fesses rouges? Bah, il n'y a pas de souci, je vais remettre une couche. Mhm. Or, j'étais pas du tout. C'était pas C'était l'idée. plus là. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, moi, je conseille de vraiment prendre des mots
complètement à côté de la plaque, qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Mhm. Du coup, plus des noms de fruits ou des noms de légumes ou des mots même très bizarres. Typiquement, avec mon compagnon, on utilise nounours et télétubbies. Donc, je sais que s'il dit télétubbies, c'est foutu. Il faut que j'arrête Ouais, tout parce que je suis allée beaucoup trop loin. ouais. Et quand ce mot-là est utilisé, euh, parce en soi, l'objectif est de ne jamais l'entendre, euh, parce que si on l'entend, c'est que on est allé trop loin, on est allé trop fort. Mhm. Et bah, du coup, on va tout de suite arriver dans une phase qu'on dit d'aftercare, où on va essayer de prendre soin de la personne. On va tout arrêter, et c'est pas grave. C'est normal d'un moment donné, tout arrêter si ça va pas. Et on va prendre soin de cette personne. On va lui Mhm. demander de quoi elle a besoin, si elle a besoin d'un massage, si elle veut un câlin, si elle veut juste parler, si elle a besoin d'être seule un moment, ce qui peut être aussi entendable. Mais du coup, Mhm. tout ce qui est jeu BDSM, en fait, c'est énormément dans le fait de prendre soin de l'autre, bizarrement, alors Mhm. qu'on peut avoir cette image de violence liée au sadomasochisme. Mais même le sadomasochisme, c'est aussi une personne qui aime avoir mal et une personne qui aime faire mal, un côté exutoire dont on a besoin, qu'on n'arrive pas à trouver ailleurs dans son quotidien et qui va nous permettre vraiment d'exprimer quelque chose de profond en nous. Parfois, une souffrance qu'on n'arrive pas à exprimer avec des mots et du coup qu'on a besoin de ressentir physiquement. Parfois, juste une intensité dont on a besoin. Et comme on n'est pas tous sportifs de haut niveau à faire de la chute libre et que ce genre de choses, et ben le BDSM peut nous rapprocher de ce type de sensation à certains moments. Ouais, ouais. Et Lorraine, justement, dans ton travail, toi, t'insistes vraiment, et on l'entend là beaucoup sur la nécessité de bien se connaître avant de se lancer dans le BDSM. Pour toi, quelle est la place de la psychologie et de l'introspection dans cette pratique? Et puis, est-ce que c'est un passage obligé, mais bon, là, tu as déjà bien répondu sur le fait que oui, il y a vraiment cette notion qui est hyper importante. Et puis, je pensais aussi à un moment donné, quand tu parlais, à une forme d'hyper-vigilance ou d'hyper-conscience dans le non-verbal aussi, parce que c'est pas parce que tu dis pas avec les mots comment tu te ressens que il n'y a pas quelque chose qui se passe. Donc ça demande vraiment déjà de bien se connaître, mais en plus d'avoir, et tu le disais aussi quand on préparait l'entretien, des belles bonnes notions de la psychologie humaine. Oui, alors pour la personne qui va prendre l'ascendant, c'est hyper important d'avoir un minimum d'observation sur le paraverbal, comme tu dis. Tous les petits gestes, les petits tics. Par exemple, si la personne, elle se triture, elle se mange les doigts ou elle se frotte les mains ou elle tape du pied ou elle frotte énormément ses cuisses, c'est qu'elle va être très stressée, qu'elle va potentiellement être mal à l'aise. Si au contraire, elle est en train de se caresser les cheveux, de se caresser les oreilles, de se caresser sous le menton ou dans le cou ou le creux des poignets, c'est qu'elle ressent du désir. Donc il y a des petits trucs comme ça qui sont subtils, qu'il faut apprendre à identifier, mais qui peuvent vraiment aider à analyser la situation au-delà des mots. Mhm. Pour la personne qui n'a pas l'ascendant, qui au contraire va plutôt être suiveuse, c'est également important de suivre son instinct. Si on ne le sent pas, si on a l'impression que, ouais, par message, c'était top, mais en fait, une fois en physique, la personne nous inspire pas énormément confiance, ou voir qu'on ressent un peu de la peur. La peur n'est pas à confondre avec l'excitation, c'est important. C'est pas Mhm. parce que le BDSM, ça peut paraître intense que c'est forcément lié à la peur. Et il faut bien faire la différence entre quand on a peur et quand on est excité. Parce que Mhm. ça peut nous amener à avoir des relations qu'on ne souhaitait pas et du coup à avoir des traumatismes qui vont nous poursuivre pendant pas mal de temps. Ce qui est important aussi à dire, c'est que qu'on soit seul ou qu'on soit en couple,
Le BDSM ne va pas être là pour pimenter notre sexualité parce qu'on ne se sent pas bien dans notre vie Mhm. ou parce que notre couple ne fonctionne pas. Le Mhm. BDSM, c'est vraiment une sexualité différente. C'est pas juste de la fornication. Il y a vraiment toute une dimension sur la sensorialité, sur la découverte du corps, sur l'exploration des sensations, que ce soit des sensations agréables comme désagréables, pour vraiment essayer de pousser et le psychologique et le physique à ses limites dans ce qu'on veut explorer soi. Et donc, typiquement, un couple qui voudrait explorer le BDSM, c'est important qu'ils en parlent l'un et l'autre ensemble, en se Mhm. posant vraiment des questions et du coup, en étant à l'aise à l'idée ne serait-ce que de parler de sexualité, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, parce que bizarrement, quand on se tourne autour, on parle énormément de sexualité parce qu'on a trop envie de le faire. Et puis une fois qu'on se met en couple, ça finit par devenir tabou pour Mhm. certains. Et remettre déjà ne serait-ce que des discussions autour de la sexualité et ensuite aller explorer tout ce qui va être BDSM, comme le bondage, comme le shibari, comme la domination-soumission, comme le contrôle de l'orgasme, ce genre de choses, bah, ça se discute. Et ça se discute ou en face à face, en discutant autour d'un verre, autour d'un truc à grignoter, ce genre de choses, ou en se disant, bah, on va regarder du porno ensemble pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir, parce qu'on a un peu d'appréhension, et du coup, on va explorer, en partant du principe que tout ce qu'il y a dans le porno n'est pas forcément vrai, Mhm. et qu'on n'est pas obligé d'aller dans cette intensité-là. Mhm. Et il ne faut pas hésiter non plus, parce que ça se fait de plus en plus, mais en France, il y a des ateliers d'initiation et de découverte à différentes pratiques du BDSM. Et il n'y en a pas que à Paris. Il y en a à Nantes, il y en a à Toulouse, il y en a à Lyon. Il y en a vraiment un peu partout. Il y en a à Bordeaux. Il y en a aussi à Lille. Donc, en soi, avant de se lancer, c'est bien d'aller à un de ces événements ou d'aller à un salon de l'érotisme, parce que du coup, on va vraiment pouvoir toucher du doigt ce qui nous intrigue, poser des questions aux gens qui font déjà partie de cette communauté, qui ont déjà essayé, et explorer avec plus de sérénité. Parce que Mhm. si on va tout de suite dans quelque chose d'extrême, on en revient au consentement, et ben on peut se faire mal autant physiquement que psychologiquement. Et psychologiquement, c'est plus grave, entre guillemets, parce que ça met énormément plus de temps à guérir. Et parfois, on peut en vouloir à son ou sa partenaire, alors qu'en fait, à l'origine, on était d'accord, mais on n'était pas prêt à vivre Mhm. ça. Merci Lorraine. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. T'as toujours le clito dans les oreilles. C'est Céline et on parle BDSM avec Lorraine et de toutes les subtilités de cette pratique. Alors, peut-être pas toutes, mais en tout cas quelques-unes. J'ai une question un peu particulière à te poser, Lorraine, qui est peut-être un peu décalée, parce que comme je le disais au début, je suis vraiment j'y connais rien du tout à cette pratique. Mhm. Puis je me suis moi-même demandé si c'était dans le cadre, mais j'y vais, je pose quand même. Pour pratiquer le BDSM, est-ce qu'on doit être particulièrement souple? Est-ce que c'est un prérequis ou est-ce que ça rentre pas du tout dans le cadre des pratiques, Lorraine? C'est c'est une très bonne question. Non, la souplesse n'est pas du tout un prérequis. Mon conjoint, je pense, est la personne la moins souple de la planète. Euh, c'est à peine s'il arrive à attraper ses genoux. Donc, non, non, la souplesse n'est pas du tout un prérequis. La souplesse d'esprit, par contre, oui, mais la souplesse physique, non. Non, non. Heureusement, parce que il y a des personnes. Non, non, et ça se pratique à tout âge. On peut, enfin, à tout âge. On s'entend à tout âge majeur sexuellement. Adulte, voilà. Voilà. Mais il y a des personnes, même très très vieilles, de plus de 80 ans,
qui pratiquent le BDSM et qui sont très épanouis là-dedans. Donc la souplesse ne rentre pas en compte. L'idée, c'est de prendre soin de l'un de l'autre aussi. Donc si la personne n'est pas en capacité de faire des choses, ben, on s'adapte. Et d'ailleurs, moi, je connais des personnes qui sont même handicapées moteurs, qui ont un fauteuil, qui ont une poche, ce genre d'accessoires horripilants pour le quotidien, qui Mmh. pratiquent le BDSM avec grand plaisir, au contraire. OK, ouais, bah, merci pour, cet éclairage, Lorraine. Et on en a parlé aussi, peut-être pas en profondeur, mais là, on va pouvoir développer un peu cette frontière qui est vraiment très fine entre la douleur et le plaisir dans le BDSM. Hem, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette dynamique et qu'est-ce que ça implique au niveau hormonal, émotionnel pour les pratiquants, Lorraine? Ouais, bah, je trouve cette question hyper intéressante parce que tu vois, même ce matin, je répondais à une question sur une personne qui disait, mais je comprends pas, ma partenaire, elle adore vivre des choses hyper, hyper, hyper intenses, mais derrière, une fois que ça s'arrête, elle veut pas de câlin, elle veut rester dans son coin, et moi, je culpabilise un peu parce que je viens quand même de lui faire des trucs assez hard. Mmh. Et en fait, c'est normal. C'est tout à fait normal. Euh, le BDSM, ça amène à l'exploration de soi. Ça amène à l'exploration de soi, par exemple, si on va faire du shibari, le shibari ou le kinbaku, selon dans quelle école on est, c'est l'art des cordes. Et c'est un art qui, à l'origine, était utilisé par la police japonaise pour encorder les malfrats. Et selon le niveau qu'on avait dans la société, on n'était pas encordé de la même façon. Mmh. Donc, ça a été érotisé au possible ce dernier siècle. Et ça génère des sensations plus ou moins différentes dans le sens où les cordes sont des cordes en chanvre, donc elles vont mordre, elles vont griffer très légèrement, mais on va sentir des fois même la brûlure de la corde sur notre corps. Ça vient enserrer les membres au point que quand on enlève les cordes, on a les traces de celles-ci. Mmh. Et donc, ça amène une certaine intensité. Euh, c'est un art sur lequel il faut faire attention parce qu'on va passer sur des nerfs et donc il faut bien connaître l'anatomie Mmh. euh, pour ne pas générer des séquelles permanentes aux personnes, Mmh. chose qui est totalement possible et donc il faut vraiment faire attention. Mais ça génère aussi des hormones de provoquer ce type de pratique parce qu'on va avoir le côté adrénaline, parce qu'on est en train de se faire enserrer un peu comme s'il y avait un boa qui venait autour de nous pour nous bouffer. Mais en même temps, c'est notre partenaire ou une personne de confiance. Et du coup, on va et générer de l'adrénaline et générer des endorphines qui vont essayer de nous détendre et générer de l'ocytocine, de la sérotonine, et pas que des hormones de stress, aussi des Mmh. hormones de plaisir, donc, puisque Ouais. la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, l'endorphine, bah, c'est dans le nom, hein. Ça nous endort, c'est une hormone pour nous détendre. Euh, et du coup, ça provoque un cocktail euh, pour le shibari qui est diffusé tout du long et qui du coup va sembler assez doux, mais qu'en fait quand même pas mal, assez intense. Hein, c'est comme si vous preniez une petite cuite, une petite cuite ou vraiment beaucoup, 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 beaucoup de tisane à la camomille, beaucoup. Euh, Par contre, les pratiques SM, comme cette personne posait la question ce matin, là, on va aller dans des pratiques qui sont beaucoup plus intenses. On va dépasser les fessées, hein. On va aller sur des coups, du tirage de cheveux. On va aller vraiment
sur des pratiques qui peuvent être très intenses. Et là, du coup, la dose d'hormones, la dose de cocktail, comme on a dit, hein, adrénaline, endorphine, ocytocine, sérotonine, dopamine, tout, va être beaucoup plus puissante et va amener potentiellement jusqu'à ce qu'on appelle le subspace, et un état où on est tellement groggy par nos propres hormones que on ne sait même plus où on est, on ne sent potentiellement même plus notre corps. On est un peu comme quand on a tellement trop bu qu'on aime tout le monde et en même temps on n'est pas là et on est là et on sent plus notre corps et on est trop bien et on est complètement paumé. Mmh. Ou cette intensité, on peut devenir dépendant de cette intensité et on Mmh. peut vouloir la chercher de plus en plus. Sauf que ben, pour réussir à répéter à chaque fois le même cocktail, bah, potentiellement il faut aller de plus en plus dans l'intensité des jeux. Mmh. Et du coup, on peut avoir peur que cette intensité redescende trop vite parce que c'est vraiment très, très, très agréable quand on atteint ce moment et on devient un peu junkie de nos propres hormones. Mmh. Et donc, le fait de pas vouloir redescendre tout de suite, de pas forcément vouloir avoir de câlin, c'est juste parce qu'en fait, la personne, elle veut profiter de ce moment de béatitude intense. OK. Et après, bien entendu, elle sera OK pour avoir des câlins, mais sur le moment, en fait, c'est tellement bien d'avoir eu ce petit shoot là Mmh. que, redescendre trop vite, non, parce que c'est quelque chose dont elle a besoin. Mais elle en Mmh. a besoin physiquement, elle en a besoin aussi, des fois psychologiquement parce que, potentiellement, elle est pas très heureuse dans sa vie ou que, elle a encore des choses sur lesquelles elle culpabilise, sur les choses, elle s'en veut en fait, sur plein, plein de choses dans sa vie et du coup, ce moment lui permet de s'ancrer dans l'instant T, de s'ancrer dans son corps et de ressentir un plaisir qu'elle a pas réussi à ressentir depuis très, très longtemps dans son quotidien. Mmh. Donc il y a Mmh. aussi ça dans le BDSM où au final, même, une personne qui va dominer, souvent, elle est là pour accompagner la personne qui se soumet dans un chemin sur un objectif ou un objectif sexuel ou un objectif de vie. Mmh. Parce que, bah, typiquement, on peut avoir, alors oui, on peut avoir envie de jouir sur commande, par exemple, de personnes qui veulent être accompagnées pour jouir sur commande. Et du coup, ben, la personne qui domine, elle va accompagner là-dessus. Mais je connais aussi, des clientes qui, elles, ont voulu être accompagnées parce qu'elles étaient timides, elles n'arrivaient pas forcément à bien vivre, leur féminité et du coup, elles se sont faites accompagner par une personne dominante pour réussir à se sentir bien en lingerie, pour réussir à se regarder dans le miroir et se dire qu'elles sont sexy, pour Mmh. réussir à, surprendre, leur mari en petite tenue sous le manteau, ou à prendre le train comme ça, en petite tenue, en jupe courte, et c'est des choses qu'elle n'avait jamais osé faire. Ou même juste à se regarder toute nue parce que, prise en photo par la personne dominante et devoir, complimenter cette photo en sachant que c'est elle, bah, c'était des exercices très, très difficiles et pour autant, ça leur a fait du bien et ça fait aussi partie du BDSM. OK. Donc c'est une sorte, en fonction de comment tu l'utilises, ça peut être, du développement personnel finalement, carrément. Oui, il y a un côté très thérapeutique. Il y a un côté très thérapeutique au BDSM et d'ailleurs, il y a même, certains écrits notamment dans le monde anglo-saxon, où on peut lire, BDSM Therapy, heu et tout ce qui est tout expliquer de, pourquoi c'est intéressant dans la thérapie d'amener un peu de BDSM, qu'est-ce que ça peut apporter dans le couple, qu'est-ce que ça peut apporter dans son propre développement, dans son rapport à soi-même, c'est très intéressant. Ouais. Et tu disais justement il peut parfois y avoir un côté addictif. Hem, Ce serait quoi ton conseil pour garder quand même un rapport au BDSM qui soit
saine, même si tu atteins vraiment le nirvana, enfin des états de conscience très 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 élevés. Tu dirais quoi, toi, Lorraine, s'il y a des personnes qui peut-être qui pratiquent et puis qui voient qu'elles commencent à avoir besoin toujours plus pour atteindre ce stade-là, pour pas que ça devienne addictif. Ouais. Pour éviter que ça devienne addictif, le plus important, c'est de compléter ça avec une thérapie. Que ce soit une thérapie psy ou une thérapie sexothérapie, c'est important parce que si on cherche ce type d'intensité, c'est et lié au transgénérationnel, à ce qu'on a vécu petit, parce qu'il faut savoir que notre sexualité, elle est définie dans nos 7 premières années. Mm. Donc en fait, tout ce qu'on vit dans nos 7 premières années, ça va définir quel type de personne on va être adulte. Donc c'est hyper important. Ouais, ouais. Et le truc, c'est que la plupart des gens, ils oublient ces 7 premières années. Il y a très peu de personnes qui sont capables de remonter jusqu'à leurs 7 ans, voire jusqu'à leurs 4 ans et encore plus jeunes. Et c'est normal parce qu'on apprend tellement de choses en grandissant que bah, forcément, on n'est pas un ordinateur, donc on va écraser de la mémoire pour faire de la place. Mhm, mhm. Et le truc, c'est que il y a certains besoins qui vont être liés à des traumatismes qu'on aura vécu, enfant, ado, jeune adulte ou même adulte. Et le BDSM va venir combler cette souffrance, va venir penser certaines plaies qu'on aura eues dans notre vie et on va pas forcément s'en rendre compte. Typiquement, si je parle de moi, j'ai été mariée très jeune et ça a été un mariage qui a mal fini avec violence conjugale. Mhm. Sauf que quand je suis partie, alors que j'ai un tempérament plus dominant qu'autre chose, et ben, je me suis mis dans la soumission et dans le masochisme de façon très 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 intense. Et parce qu'en fait, étant toujours amoureuse de mon mari alors qu'il était violent avec moi, parce qu'il y a un deuil à faire et puis il y a une dépendance, il y a le syndrome de Stockholm qui vient en jeu, etc. Et ben, ça paraît dingue, mais ces coups me manquaient. Mhm. Du coup, eh ben, j'allais chercher ça chez d'autres personnes et en les recevant, je me sentais aimée. Mhm. Et je me suis rendu compte, il y a des années, mais je m'en suis rendu compte euh, parce qu'à un moment donné, il y a une personne qui m'a vraiment aimée avec énormément de gentillesse. Et c'est ce que je disais au début, c'est à 27 ans que j'ai rencontré cette personne. C'est même lui qui m'a fait comprendre ce que c'était vraiment. En BDSM, on appelle la sexualité normale, la sexualité vanille. Parce qu'il y Mhm. a moins de saveur que le BDSM. Mais c'est lui qui m'a fait comprendre ce que c'était la douceur, ce que c'était que d'être aimé, d'être câliné, d'être chouchouté sans rien en retour. Euh, et en fait, ça m'a fait peur d'avoir autant de douceur, mais parce que j'avais carrément oublié que j'y avais le droit et que ça existait. Mhm. Et parce que ben, j'étais devenue vraiment accro à tout ça. Et travailler sur ça, c'est mon histoire, mais c'est l'histoire de tellement d'autres personnes. Travailler sur ça, en fait, c'est important. Mais pour ça, bah, il faut un déclic, il faut une prise de conscience, et tout le monde n'en est pas capable. Je sais que j'ai des clients, ils veulent être accompagnés dans la possibilité d'aller encore plus loin dans leur pratique, parce qu'ils sont pas encore au stade de se dire ah ben je suis allé trop loin et il faut que je comprenne pourquoi. Mhm. Et derrière, bah, j'ai des clients que j'ai eus il y a quelques années qui justement voulaient aller encore plus loin. Et moi, j'aurais dit attention parce que ça va pas te plaire d'aller aussi loin. Et puis sur l'année dernière ou il y a quelques mois, et ben, il y en a certains qui sont revenus en mode en fait, tu avais raison. Je suis allée même encore plus loin. Et en fait, je me reconnais plus. Je me reconnais pas dans ce que j'ai fait. Et du coup, bah, j'ai besoin de toi pour décortiquer tout le truc et un peu comprendre pourquoi je suis allée jusqu'à là et qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie et qu'est-ce que je vais faire maintenant et est-ce que ça veut dire que je suis coincée dans cette sexualité ou est-ce que je peux explorer autre chose? Et on peut toujours explorer autre chose. Et
c'est pas parce qu'on a nourri une intensité dans sa sexualité qu'on n'est pas capable de revenir sur de la douceur. Typiquement, le truc le plus doux qui est presque aux antipodes du BDSM, c'est le tantra. Euh, Mhm. Dans le tantra, on a aussi cette intensité qu'on peut avoir dans le subspace, typiquement quand on réveille la Kundalini, qui est vraiment le fait de réussir à aligner ses chakras et faire circuler l'énergie dans l'ensemble de son corps et de se sentir aligné avec l'univers. C'est exactement la même sensation qu'on a dans le subspace. Mhm. Donc du coup, faire ce revirement complètement, c'est aussi quelque chose de totalement possible. Mhm. Et j'ai certaines personnes que j'accompagne qui sont justement dans cette exploration de la douceur. Mais pareil, il faut les accompagner comme s'ils réapprenaient à marcher. Mhm. Ouais. Et pour finir, Lorraine, c'est quoi pour toi le plaisir et la sexualité décomplexée? Hmm, ouais, pour moi, le plaisir et la sexualité décomplexée, c'est le fait de ne pas se poser de questions, de ne pas écouter la petite voix qui est derrière nous qui nous dit mais non, mais tu vas pas faire ça. Mais non, Mhm. mais ça fait pute, ça fait salope, mais tout le monde va te voir, tout le monde va le savoir, oh, mais t'oseras jamais. C'est vraiment ne pas écouter cette petite voix et se faire confiance, écouter son instinct, écouter ses envies, tout en étant forcément quand même rationnel sur le fait qu'il y a des lois et qu'il faut pas faire n'importe quoi. Mhm. Par exemple, je sais que euh, typiquement, j'ai une cliente en ce moment. euh, Elle a énormément hésité après son divorce à aller en club libertin parce que elle avait justement cette petite voix qui disait mais non, c'est beaucoup trop dévergondé, mais de toute façon, tu vas y aller, tu sais même pas comment t'habiller. Est-ce qu'il faut y aller habillé d'abord et qu'est-ce qui va se passer? Et puis, est-ce que tout le monde va me sauter dessus ou est-ce que personne ne va me calculer ou... Et c'est des questions qui sont totalement légitimes, mais elle n'a jamais été plus heureuse qu'au moment où elle a essayé. Et Mhm. depuis, elle ne fait que s'épanouir. Donc, le plaisir alternatif, le plaisir décomplexé, c'est vraiment ça. C'est juste, on a envie de mettre des paillettes, on met des paillettes. On a envie d'être en body, on a envie d'être sexy, mais soyons sexy. Euh, Pareil, une autre cliente, elle me disait, ouais, mais moi, j'ai un métier où je peux pas être sexy et tout, mais j'aimerais bien. Et je lui ai dit, bah, commence juste par la lingerie, peut-être. Parce que ça, Mhm. personne ne le voit et il y aura que toi qui sauras et tu te sentiras sexy quand même. Commence par, typiquement, moi, le truc qui me fait me sentir sexy, c'est les boucles d'oreilles. Je sors pas de chez moi sans boucles d'oreilles. Et j'ai juste ça, je me maquille pas. Bon, j'adore la lingerie, mais je me maquille pas, c'est pas mon truc. Mais par contre, je sors pas sans mes boucles d'oreilles. Mes boucles d'oreilles, c'est mon maquillage. Et ça, au bureau, ça passe très bien. J'ai déjà Mhm. été dans des entreprises, même des grands groupes. On peut très bien, sans sortir de la norme, réussir à avoir une allure où on se sent bien, où on se plaît. Parce que le plus important, de toute façon, c'est déjà de se plaire à soi-même. Il faut Mhm. sortir de ce schéma où on doit plaire aux autres. Les autres, si on leur plaît très bien, mais le plus important, c'est de se plaire à soi-même et c'est peut-être le plus difficile, j'ai envie de dire, mais c'est important pour réussir à avoir ce plaisir décomplexé. Mhm. C'est vrai ce que tu dis, Lorraine, de se plaire à soi-même, c'est pas toujours évident, surtout quand on est bombardé de photos de comment on devrait être, de ci, de ça, de standards. Et puis, c'est, c'est important de pouvoir reprendre son pouvoir là-dedans, Mm. mais c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Mm. Merci vraiment beaucoup, Lorraine, pour cet échange, pour tous ces éclaircissements autour de l'univers de la sexualité alternative, du BDSM, de toutes ces, tout ce qu'on a pu découvrir, en tout cas ce que j'ai pu découvrir par rapport à ça. Et puis, toi qui nous as écoutés,
Si tu as envie de consulter Lorraine pour faire le point sur ta sexualité ou aller explorer des nouvelles choses sur qui tu es, comment tu es, et simplement aller voir où tu as envie d'aller dans ta sexualité, contacte Lorraine, tu trouveras tous les liens de Lorraine dans le descriptif de l'épisode. Merci encore une fois, vraiment, Lorraine. Merci beaucoup. Merci pour cet espace d'ouverture et de bienveillance. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager tout ça. Avec plaisir. Et puis, toi, encore une fois, qui nous écoute, si tu as envie de passer au micro de Nom d'un clito, que ce soit pour témoigner ou parce que tu as envie d'apporter ton expertise, contacte-moi. Tu trouveras aussi mes liens dans le descriptif de l'épisode. À bientôt et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, suis le clito sur Instagram sur le compte Nom d'un clito tout attaché. À bientôt!